absolument le droit de contester l'arbitre, ça fait partie du jeu. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Donc, je m'appelle René, je dirige la rédaction de Marianne, et Marianne est un journal qui est particulièrement ravi d'être associé à cette initiative et à ce colloque de ce week-end, placé sous le haut patronage de Pierre-Henri Daveuillot et de François Lapérouse. Comme François vous disait à l'instant, on va aborder aujourd'hui la dimension économique, la dimension économique du football, ce qu'on appelle en fait le foot business, avec donc ces deux mi-temps. La première mi-temps dans un instant qui va opposer à ma droite Virgile Caillé, expert en économie, marketing et en économie du sport, et puis à ma gauche Pierre Rondeau, économiste du foot, professeur à la Sport Management School, si je ne m'abuse. Est-ce que vous veuillez excuser mon accent moyen. Et donc tous les deux plutôt, ils vont débattre, et moi je suis l'arbitre avec mission de relancer la balle lorsqu'il y a un temps mort, et évidemment en essayant de vous mettre en contradiction ou en opposition si vous n'y arrivez pas vous-même, mais en tout cas, et puis parfois d'être un peu la mouche du coche en posant peut-être les questions qui fâchent sur le foot business. Nous allons donc débattre lors de ce premier match, de cette première mi-temps, de ce thème foot business, miroir. Le foot business est-il le miroir grossissant du capitalisme ? En effet, si on regarde bien l'évolution du foot, c'est, on va dire, ces 30 dernières années, a fortiori peut-être depuis l'arrêt d'Haussmann, depuis 1995, l'arrêt d'Haussmann qui a libéralisé évidemment les transferts de joueurs, la circulation des joueurs, eh bien le football et l'argent sont devenus plutôt viscéralement attachés l'un à l'autre. Le football semble parfois être devenu l'investissement préféré d'un certain nombre de nouveaux riches qui viennent de l'Est, qui viennent du Sud, qui viennent d'ailleurs. On voit des budgets de clubs qui atteignent des sommes absolument astronomiques. Pour mémoire, par exemple, le club de Barcelone a un budget de près de 900 millions d'euros, budget au côté duquel Paris Saint-Germain semble quasiment famélique avec un peu plus de 550 millions d'euros. Et évidemment des disparités de plus en plus flagrantes. Si on regarde la Ligue 1, simplement le championnat français, cette année, le plus gros budget, c'est évidemment Paris Saint-Germain avec 550 millions d'euros, et le plus petit, le club d'Amiens, de 9 millions d'euros. Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs la brillante équipe picarde de sauver vaillamment sa place en Ligue 1. Donc nous allons aborder ces thèmes-là, évidemment l'inflation des transferts, la question de la bulle financière, la question des salaires des joueurs aussi. Je vais peut-être donner la parole en premier lieu à Pierre Rondeau, et l'idée étant que vous répondiez l'un l'autre. La question toute simple, à la fois basique, mais me semble-t-il que se posent ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la dimension économique aujourd'hui du football et la façon dont cette activité génère aujourd'hui une inflation d'investissement, de dépenses, en matière notamment de salaire des joueurs, on en parlera, et puis le fait qu'aussi la plupart des grands clubs en fait, sont en déséquilibre financier, c'est-à-dire la question toute simple pour lancer le débat Pierre Rondeau, c'est est-ce que la situation aujourd'hui du foot business au plus haut niveau, on parle des plus grands clubs et des plus grands joueurs, est-ce que c'est une situation qui économiquement est solide, voire saine, ou est-ce que c'est une bulle financière qui a vocation à exploser un jour ou l'autre? Je me souviens d'avoir fait il y a un peu plus d'une douzaine d'années un long entretien avec un passionné de football qui a aujourd'hui disparu, qui était Philippe Séguin, et qui lui prophétisait l'explosion de la bulle du foot. Alors Pierre Rondeau, l'explosion de la bulle du foot, c'est pour quand? Alors pour quand? Alors, bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents ce soir avec nous. Pour quand, ça je ne pourrais pas me permettre de dire ou d'avoir la réponse, j'en sais rien. Je souhaite même que ça n'arrive pas parce que je souhaite que le football continue à exister et qu'on continue à pouvoir supporter et à célébrer nos équipes préférées. Bien évidemment, quand on regarde vraiment d'un point de vue strictement économique, on peut tout à fait se poser la question et s'affoler d'un risque probable de bulle, qui ne pourra peut-être éventuellement jamais arriver. C'est vrai que Philippe Séguin a pu dire il y a une douzaine d'années que la bulle allait éclater. Moi-même, j'ai parfois tendance à crier au loup et à dire que faites attention, il se pourrait que la bulle explose, en tout cas que les investissements consentis dans le football, les dépenses engendrées, les dépenses réalisées dans le domaine du football vont provoquer d'ici quelques années, d'ici quelques décennies ou même d'ici quelques mois peut-être une crise et une explosion, une implosion de la bulle. Ce qu'il faut dire vraiment quand on s'intéresse à l'économie du football et à son absurdité, si je puis dire, c'est que
contrairement à ce que vous avez pu dire, elle est, pour l'instant, son économie est saine, en tout cas est pérenne. Depuis 2011, le fair play financier qui est imposé par l'UEFA, donc l'instance européenne de football, qui impose comptablement à ce que les clubs ne puissent pas dépenser plus qu'ils ne gagnent, depuis 2011, la dette footballistique en Europe a été réduite de 81%. Donc il y a eu un assainissement des comptes et il y a eu finalement une pérennisation des comptes des grands clubs de football européens. Donc c'est assez paradoxal de dire finalement que oui, une bulle pourrait, et je dis en conditionnel, pourrait arriver, mais que malgré tout, pour l'instant, l'économie du football tient, en tout cas à court terme, elle dure, elle se maintient avec force. Ce qu'il faut mettre en avant, on aura sûrement l'occasion d'en reparler plus tard, ce qu'il faut prendre en considération, c'est cette hyperinflation, cette augmentation considérable des coûts, des salaires, des transferts dans le domaine du football sont essentiellement dus à l'inflation des droits de TV. Les droits de TV, donc c'est les droits de retransmission payés par les chaînes de télévision pour pouvoir diffuser des matchs de foot à la télévision, ont connu une inflation considérable depuis les années 80. À titre d'exemple, dans les années 80, quand Canal+ est entré pour la première fois sur ce marché-là, ils ont versé à la Ligue de football professionnel l'équivalent de 800 000 € par an. Aujourd'hui, la Ligue 1 est vendue à la fois à Canal+ et Beansport à 748 millions €. Et on parle même, d'ici quelques jours, d'une nouvelle... on va avoir la conclusion de la nouvelle négociation des droits TV pour la période 2021-2024. Et on annonce d'ores et déjà une Ligue 1 qui devrait valoir en 2021 1 milliard, voire 1,5 milliard € par an payés par les chaînes de télévision. Donc, si on écoute finalement quelques personnes, quelques observateurs du ballon, beaucoup vont dire « Ne vous inquiétez pas, il y a de l'argent dans le football, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas de risque d'implosion, il y a de plus en plus d'argent, mais d'un point de vue purement économique, on pourra changer après le volet du discours et l'optique du discours, mais vraiment d'un point de vue purement économique, on aurait tendance à dire que ne vous inquiétez pas, ça marche. Après, je pourrais par contre m'inquiéter que le système dérégulé, le système libéralisé, le capitalisme outrancier du football européen ait provoqué des inégalités, ait provoqué de la précarité, ait provoqué une réduction considérable de l'équité sportive et de l'intensité compétitive, qui, elle, ces éléments-là en tout cas, pourraient amener d'ici quelques années à une remise en cause de la croissance footballistique et donc un retrait des chaînes de télévision. On pourrait tout à fait s'inquiéter parce que le PSG, parce que les grandes puissances trustent les titres, trustent les premières places en championnat et en Ligue des Champions, on pourrait tout à fait s'inquiéter à ce que d'ici quelques années, parce que plus de suspense, parce que plus d'intérêt à suivre les joutes sportives, les Canal+ et Beansport se disent écoutez, je vais arrêter de payer 1,5 milliard pour le foot. Le problème, c'est que les clubs sont totalement dépendants de ces droits de télé, et là, on pourra assister à une implosion. Est-ce que justement, et avant de donner la parole au contradicteur, est-ce que cette perspective-là, qui fait par exemple, pour ceux qui suivent, et nous sommes tous peu au bout des compétitions, ce système qui consiste en fait qui a accru les inégalités, comme vous disiez, et qui fait qu'on a maintenant chaque année 1, voire 2, voire 3 Juventus Barcelone, Manchester United, Bayern Munich, etc., et qui peut contribuer à banaliser ces spectacles qui étaient avant extrêmement rares. La génération qui est la nôtre, c'est vrai que même les matchs télévisés déjà étaient rares, donc des sommets de tel niveau étaient encore plus rares. Est-ce que cette banalisation-là, elle ne peut pas justement provoquer au bout d'un moment, effectivement, l'effondrement des télévisions et donc, l'effondrement en tout cas, la perte d'intérêt et donc la perte de menacer cette bulle financière? Alors, à mon sens, et après peut-être que Virgile pourra me contredire, ou en tout cas aller dans mon sens, mais à mon sens, c'est le risque majeur. Au-delà des phénomènes, je dirais, microéconomiques qui sont la montée des inégalités, la montée de la précarité, la montée du chômage, la montée de l'incertitude qu'il y a directement auprès des footballeurs, et qui ne sont pas tous des milliardaires surpayés, mais il y a beaucoup de précarité dans ce milieu. D'un point de vue macro-global, le risque majeur d'implosion émanera, à mon sens, de cette télédépendance, du fait que jusqu'à 60% des budgets des clubs de foot dépendent de ces droits de TV qui peuvent tout à fait être mis en cause. À titre d'exemple, quand on sait que Beansport a accumulé depuis sa création une dette de 1 milliard €, quand on sait que Canal+
perd année après année des abonnés, et cette année a annoncé une perte de 180 000 abonnés qui pourrait continuer à en perdre, quand on sait que SFR Sport, qui est rentré sur le marché des droits TV, a remis en cause sa politique et sa stratégie de marketing et de communication parce qu'il constatait que ça ne marchait pas, qu'il n'avait pas mis en place un business plan pérenne et solvable, effectivement, on peut tout à fait s'inquiéter que d'ici quelques années, avec une ligue qui pourrait valoir 1,7 milliard d'euros, que les chaînes de télévision disent finalement on arrête de payer autant. Virginie Kelly, vous partagez cette inquiétude-là? Ça fait beaucoup de choses. Je vais reprendre un peu la balle, il a dominé pendant pas mal de temps. Je vais reprendre un peu la main de ce match. Bonsoir donc à toutes et à tous. Effectivement, plusieurs questions en une, donc c'est pas évident de répondre à tout cela rapidement. Moi, je voudrais quand même donner quelques éléments un peu liminaires. J'aime bien la question sur le miroir grossissant du capitalisme, mais c'est un titre un peu provocateur. Est-ce que finalement, c'est pas un miroir grossissant de l'évolution de notre société, tout simplement? Et là, on n'est plus tout à fait dans le même discours et dans la même réflexion. Est-ce que le capitalisme, c'est notre société? Est-ce que notre société, c'est le capitalisme? Je pense que le foot, moi, pour ma part, est ni plus ni moins, est en train d'évoluer ni plus ni moins en regard de ce qu'évolue la société. Alors, on parle un tout petit peu plus loin du micro. D'accord, je fais peut-être un peu de bruit. Le point important aussi à bien comprendre, et nous, Français, on a un petit peu de mal avec cette perception, avec cette dimension-là, parce qu'on est latin, on est romantique, voilà, on est attaché au maillot, au blason. Quand on parle du football, on ne parle plus d'un sport. Ça fait mal à entendre, on n'est pas préparé, les anglo-saxons sont beaucoup plus que nous, mais quand on parle du football de Ligue 1, on parle de spectacle sportif. Et les clubs ne sont plus des clubs de football, ce sont des sociétés de spectacles sportifs, de divertissement sportif. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est pas négatif, c'est un fait. Et effectivement, dans notre tropisme, encore une fois latin, on mélange un peu tout ça. On voudrait encore être attaché à son club, à sa région. Soyons clairs, les joueurs jouent pour une fiche de paye, soyons réalistes. Donc, je n'apporte pas un jugement là-dessus, je dis juste que c'est un fait, factuellement, ça évolue dans ce sens-là. Les anglo-saxons l'ont compris bien avant nous, sont dans cette logique extrêmement pragmatique d'entreprise commerciale avec des actionnaires qui sont là effectivement avec l'espoir d'un dividende. Et donc on est dans cette logique-là déjà depuis quelques années. Probablement qu'en France, on a pris énormément de retard dans cette logique de fonctionnement, en tout cas dans cette vue. Retard qu'on est en train de reconquérir aujourd'hui. Pour revenir à la notion de bulle spéculative, est-ce qu'un jour ça va exploser? Moi, pour ma part, je pense que c'est pas demain la veille. Plusieurs raisons à ça. Ce qui a engendré un peu cette dérive financière, cette augmentation financière, c'est les droits télé, bien entendu, d'un point de vue mécanique, mais je dirais que c'est plutôt la mondialisation. La mondialisation du marché a fait qu'un certain nombre de continents qui disposaient de moyens financiers considérables, je pense notamment en premier lieu à l'Asie et le Moyen-Orient, sont rentrés dans le football avec des surfaces financières qu'on ne connaissait pas, des continents assez neufs comme l'Amérique du Sud sont des énormes consommateurs de ce spectacle, de ce divertissement sportif, et ce qui fait qu'effectivement, cette mondialisation a engendré une augmentation galopante. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on n'est pas arrivé au bout. Quand vous voyez aujourd'hui les discussions, voire les tensions et les rapports de force qui existent entre l'UEFA, qui est l'organe européen qui gère le football, et la FIFA, l'organe mondial, à savoir qui va organiser la Coupe du Monde des clubs parce que ça va être extrêmement générateur d'argent, on voit bien qu'on n'est pas près de la sortie pour le moment. Sur ce sujet de la bulle, je rejoins Pierre. Je pense que si explosion il devrait y avoir, ça viendra effectivement d'une déflagration des droits télé. C'est aujourd'hui ce qui a conditionné, parce que mondialisation, donc audience, donc si audience égale page publicitaire plus chère, donc modèle économique pour les télés payantes, etc., les abonnements. Donc tout ça, c'est ce qui a engendré des dépenses d'argent extrêmement fortes sur les droits télé, et c'est de là que pourrait venir à l'avenir une défaillance du modèle économique du football. Néanmoins, je crois qu'il faut quand même considérer, et Pierre l'a très justement rappelé, je l'en remercie, on est quand même sur un modèle économique pérenne, qui tient la route. C'est pas farfelu.
il y a des clubs qui gagnent de l'argent, et beaucoup. Sur les 18 clubs de Bundesliga, il y en a 16 qui gagnent beaucoup d'argent. Alors c'est moins vrai en France. Parce qu'on a un modèle économique, peut-être qu'on sera amené à en parler, qui est moins équilibré. Voilà. Qui est moins pragmatique, en tout cas qui ne se repose pas, à notre sens, et je pense que là-dessus on sera d'accord, qui ne repose pas sur les bons piliers. Mais en tout cas, on est sur un modèle qui est fiable, en tout cas qui se développe depuis quelques années. Si les télépayes, c'est qu'il y a un modèle économique derrière. Et là-dessus, je fais une petite aparté que j'aime bien faire parce que je trouve qu'on est hyper conditionné par les médias. On est des grains de sable baladés par les médias. Et en particulier en France, où on nous fait du Qatar bashing de partout. Et si je vous pose la question de savoir quelle est la chaîne qui dépense le plus, vous allez me dire beIN Sport. C'est un puissant fond, ils balancent du fric partout, ils achètent tout ce qui se passe. Aujourd'hui, sur Canal, SFR, beIN Sport est la chaîne qui dépense le moins d'argent. Il dépense moitié moins que Canal+. Voilà. Alors, ça peut paraître surprenant, mais c'est les faits chiffrés. Et donc, effectivement, on est conditionné un petit peu sur cette fuite en avant de cet argent dépensé dans tous les sens. Mais si les télés le dépensent, c'est qu'il y a un modèle économique derrière. Alors, je reviens sur ce modèle économique. Vous avez, comme souvent d'ailleurs, et donc évidemment ça s'applique aussi au football, vous avez inventé le modèle allemand à l'instant, puisque voilà, les clubs de la Bundesliga sont sains, dites-vous. Donc c'est toujours cette fameuse gestion à l'allemande. Mais Pierre Rondeau, peut-être sur justement ces bonnes pratiques qui permettent, je dis que le modèle économique est sain, mais peut-être de pérenniser le modèle économique. D'ailleurs, en Allemagne, les clubs allemands ne sont pas les seuls à avoir exploré cette voie-là, mais il me semble qu'ils sont plutôt pionniers. Il y a l'investissement dans la construction ou la rénovation de stades, c'est-à-dire dans des acquisitions de biens, en tout cas mobiliers, pérennes, etc. Est-ce que ça, c'est une façon peut-être de conforter ce modèle économique? Justement, comment est-ce qu'on peut bâtir un modèle économique pérenne sur le long terme? Mais c'est la même question qu'on peut se poser aussi, ou alors qu'on va imposer quand on va débattre d'autres sujets que le sport, mais qu'on va par exemple débattre de politique ou d'économie, quand on nous vante le modèle allemand et qu'il faudrait que la France applique ce que font les Allemands pour que notre économie reparte et que notre chômage baisse. Parce que les Allemands, en tout cas dans le modèle du sport allemand et du football allemand, les Allemands ont un modèle qui marche, qui fonctionne, comme l'a très bien dit Virgile. Les clubs font de l'argent, ne sont pas endettés, ne sont d'ailleurs très intéressants, ne sont pas télédépendants. Je parlais tout à l'heure que les clubs de Ligue 1, leur budget dépend entre 50 et 60% des droits TV. En Allemagne, on est autour de 30%, parce qu'ils ont aussi construit un modèle pérenne, durable, solvable, pour vraiment être capable d'engranger des recettes, d'engranger de l'argent, des liquidités, et ne pas être dépendant uniquement de ces droits de TV, de ces droits de retransmission. Et la question se pose maintenant à savoir quel est ce modèle, et est-ce qu'il serait applicable finalement comme un copier-coller au cas français. Là où c'est intéressant, c'est que finalement c'est possible, mais ça risque d'être très compliqué parce que les Allemands, ça fonctionne, parce que la culture allemande est aussi propice au développement du football. L'Allemagne, c'est un pays où le football est le sport le plus populaire. On est en France, voilà, il y a l'engouement de la Coupe du Monde qui arrive bientôt, les gens s'intéressent au football, on suit le football. La France n'est pas du tout, si je compare à l'Angleterre, à l'Espagne ou à l'Allemagne, la France n'est pas du tout une terre de football. La France, d'ailleurs, est très versatile au niveau de son soutien à l'équipe de France. Qu'elle gagne un match ou qu'elle perde un match, on va les adorer, on va les détester. Les supporters en France de clubs sont plus parfois comparés à des spectateurs qu'à des supporters qui peuvent rapidement changer de maillot en fonction des résultats. Il y a des gens qui vivant à Paris supportent Marseille, des gens qui vivant à Toulouse ont supporté le PSG, peu importe. Et c'est d'ailleurs très récent cet engouement pour le football qui date, je daterai au niveau des années 70 avec l'émergence de Saint-Etienne. Donc c'est qu'en France, culturellement parlant, le football n'est pas prisé, en tout cas n'est pas adoré, mais comme il peut l'être en Angleterre ou en Allemagne. Et partant de cette considération, il n'est aussi pas prisé par, les classes dirigeantes, les classes aisées. C'est intéressant qu'on soit ici à la Sorbonne et qu'on parle de football, parce que moi, par exemple, j'en ai fait l'expérience en tant qu'étudiant à Paris 1, à la Maison des sciences économiques. Quand moi, j'ai voulu commencer à travailler sur l'économie du football, mes pairs, mon directeur de thèse, a rigolé, a dit « Mais qu'est-ce que tu vas t'intéresser à ce sport ?» qui n'est intellectuellement, culturellement, historiquement pas intéressant. Parce que l'élite, alors économique, intellectuelle, médiatique et autres, finalement méprise ou en tout cas vulgarise ou prend de haut le football. Et alors là, je refais donc mon point sur l'élite économique.
c'est qu'en France, il y a finalement très peu de dirigeants et de grandes entreprises qui vont investir dans le football. On pense par exemple à Rennes, qui est dirigé par Pinault, la première fortune de France, mais il ne va pas mettre des millions et des millions comme on peut avoir les Qataris au PSG. L'élite économique française, finalement, investit peu dans le football. Il y a très peu de partenariats assez colossaux entre des clubs de foot et des grandes entreprises françaises. Contrairement en Allemagne, où il y a des clubs qui sont directement libellés par la marque, où il y a Volkswagen, BMW, Mercedes ou des grandes marques allemandes qui vont carrément récupérer un club, injecter de l'argent et apporter donc des financements, apporter des liquidités pour lui faire tenir et lui éviter justement cette télédépendance. Et donc la France, c'est vrai que culturellement parlant, a du mal à attirer ces dirigeants nationaux, locaux qui, peut-être par mépris de classe, peut-être par désintérêt, peut-être par caricature, ne vont pas aller surfer sur la vague et l'engouement footballistique. Oui, alors je veux bien parler de ce modèle allemand parce que ça c'est le serpent de mer un petit peu à chaque fois. Il faut qu'on se compare, est-ce qu'on est mieux, comment on pourrait faire pour les copier, etc. Juste petit point sur, tu parlais Pierre des droits télé, effectivement les clubs français reposent, je crois que c'est 57% en moyenne sur les droits télé, 57% de leur budget total, vous vous rendez compte, donc si jamais il y a une déflagration, ça impacte directement, mais je pense que c'est encore plus que ça, parce que le Paris Saint-Germain, son budget ne repose qu'à 20% sur les droits télé. Et c'est une moyenne, c'est vrai. Et donc, effectivement, c'est une moyenne. Donc, si on prend sur 19 clubs, on met de côté le Paris Saint-Germain, il y a des clubs, et notamment ceux qui ont un budget inférieur à 30 millions d'euros, dont les budgets vont reposer à 80% sur les droits télé. Et on a coutume de dire d'ailleurs dans le football que c'est beaucoup plus facile d'être en L2 ou en L1 que d'être en national. En national, c'est une galère, il n'y a pas de billetterie, il y a très peu de sponsors pour reboucler son budget. En revanche, dès qu'on fait la bascule en L2, d'un seul coup, il y a entre 5 et 8 millions d'euros de droits télé et on triple carrément son budget. Bon, ça c'était juste une petite aparté. Pardon. Je reviens sur le modèle allemand. Le modèle allemand, il y a des choses sur lesquelles dont on pourrait s'inspirer, c'est clair. Notamment l'exploitation de l'outil qu'est le stade, sur lequel les Allemands ont capitalisé à partir de la Coupe du Monde 2006, où ils ont eu toute une batterie de nouveaux stades, adaptés aux besoins du spectacle sportif, du divertissement sportif, donc les loges, la qualité des sièges, tout un tas de services associés. Ça, on doit pouvoir progresser là-dessus. Les stades qui ont été construits ou rénovés dans le cadre de l'Euro 2016 nous permettent de rattraper une partie du retard de ce point de vue-là. Ensuite, il y a un point faible en France, c'est effectivement le sponsoring et tout ce qui est match day, ce qu'on appelle les match day. Alors, il y a la billetterie d'un côté et les match day, c'est tout ce qu'on consomme autour, donc la restauration, les produits dérivés, etc. Là-dessus, c'est effectivement en lien avec le degré de fanitude, de supportering, je ne sais pas comment on peut dire. Et là-dessus, effectivement, les Français, on a encore un petit peu de retard, mais en tout cas, la perspective allemande est intéressante. En revanche, il y a des points sur lesquels on ne pourra jamais les copier. Pierre disait effectivement que les entreprises allemandes s'investissent plus. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un modèle fédéral. Et les sponsors régionaux ont une véritable fierté de soutenir, voire d'être propriétaires des clubs qui représentent leur Länder. C'est pas du tout le même modèle. Nous, en France, le CAC 40, il est à Paris. Et dans le reste des régions, alors effectivement, on a l'attachement de François Pinault pour la région rennaise, mais on a beaucoup plus de mal. Et ensuite, autre élément qui ne nous permettra jamais de nous comparer à l'Allemagne, c'est qu'ils ont un système extrêmement particulier, protectionniste, assez original, c'est le 51%. C'est-à-dire qu'une marque étrangère, un propriétaire étranger n'a pas le droit de posséder plus de 50% d'un club. PSG Qatari, impossible. Nice, impossible. Alors, je n'ai pas tous les clubs en tête, mais Marseille, impossible. Donc, on est sur un modèle forcément, de toute façon, différent. Donc, inspirons-nous de ce qui peut être bien fait, et notamment sur le développement du sponsoring et l'exploitation au maximum des outils de travail que sont les stades, et ça sera une très bonne chose. Je voudrais juste revenir un instant, parce que là, on n'est plus sur les recettes. J'ai envie qu'on revienne sur les dépenses avant d'aborder. On aborde déjà les recettes et comment rendre les clubs à peu près pérennes et solides du point de vue des recettes. Mais je voudrais qu'on revienne un instant quand même sur les dépenses, et notamment sur une dépense qui est évidemment la plus impressionnante pour le grand public et qu'on a parfois du mal à comprendre, et même
même quand on s'intéresse de près au football, et moi-même je ne comprends pas très bien, c'est évidemment les dépenses salariales. La masse salariale représente pour les grands clubs de l'ordre de 80% peut-être de leurs dépenses. On atteint, j'ai ressorti, juste pour mémoire, le salaire brut mensuel de Neymar au PSG, c'est 3 millions. Ce qui est quand même le plus du double de Cavani, 1,5 million, Mbappé 1,5 million, etc. Est-ce que comment gérer cette question de l'inflation salariale gigantesque de ces dernières années et est-ce que par exemple vous êtes favorable, est-ce que vous pensez qu'il faudra en venir au salary cap, à la limitation, au plafonnement des salaires des joueurs? Oui, avant de laisser Pierre, parce que je sais qu'on a un avis pas forcément convergent sur le sujet, deux choses. La première, c'est qu'on parle toujours de dépenses. Je me demande dans quelle mesure ce ne sont pas des investissements. C'est un sujet parce que en fait, aujourd'hui, les clubs, leur actif principal sont les joueurs. Alors c'est très compliqué à valoriser d'un point de vue comptable, d'ailleurs on ne peut pas. Mais en tout cas, le principal actif d'un club aujourd'hui, c'est les joueurs. D'ailleurs, il y a des agences qui font une évaluation du club en fonction du niveau de la valeur des joueurs. Et puis la deuxième chose, souvent on fantasme sur le salaire, on ne paye pas Neymar pour jouer au football. C'est une caricature, je vais au bout. Mais ça tombe bien parce qu'il n'a pas beaucoup joué. En plus. Mais les seules fois où il a joué, je peux vous dire que les clubs qui recevaient Paris Saint-Germain, ils étaient ravis, ils ont explosé. Je crois que c'est le club de Toulouse qui racontait qu'en fait, en recevant le Paris Saint-Germain, la billetterie, c'est-à-dire match de gala plus le stade plein comme un œuf, c'est 50% de sa billetterie annuelle. Je peux vous dire que les clubs de Ligue 1, ils adorent Neymar, ils adorent le PSG, ils n'ont pas de problème là-dessus. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand on paye ce montant-là, on ne paye pas juste un joueur de football. On paye l'incarnation d'un projet, on paye la dimension, la crédibilité, marketing, le statut du club, la capacité à aller conquérir des territoires à l'international. Donc ça va bien au-delà d'un simple joueur de football, et c'est ce qui explique parfois, effectivement, le coût qui peut paraître assez exorbitant et indécent. Et là-dessus, on est d'accord, je ne vais pas. On pourra ensuite débattre sur cette question du plafonnement salarial, du salary cap. Allons-y alors, mais parce que je voulais juste apprécier que c'est vrai que c'est aussi qu'on prend en considération que s'ils sont très bien payés, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que le football traîne aussi énormément d'argent. Et s'ils n'étaient pas aussi bien payés, l'argent irait sous forme de niche vers les investisseurs, vers les propriétaires, vers les dirigeants, qui eux pourraient s'accaparer énormément d'argent. Là, on va considérer dans une logique, je dirais, très marxiste, les travailleurs sont rétribués à leur juste valeur de leur création de richesse. Ils jouent, donc ils sont payés. Alors, là où on pourrait être interloqué sur le montant des salaires, c'est au-delà de ces montants qui sont certes très, très importants, c'est sur le niveau des inégalités. Et ça, c'est un peu mon dada dans le football. C'est vrai qu'on a tous en tête les rares joueurs, les joueurs du PSG ou les quelques joueurs de Ligue 1, la petite dizaine de joueurs de Ligue 1 qui touchent plus de 5 millions d'euros par an. Mais il ne faut pas oublier que les footballeurs ne sont pas tous des milliardaires en shorts. Le salaire moyen en Ligue 1, je vais le donner, vous allez me dire qu'il est extrêmement important, mais c'est une moyenne, 46 000 euros par mois, dans la mesure où on a des joueurs comme Neymar ou Cavani qui gagnent 2, 3, 4 millions d'euros par mois. Donc il faut bien prendre en considération que si on a 46 000 euros de moyenne, on a aussi beaucoup de joueurs qui touchent 2 000, 3 000 euros par mois. Que la situation et la carrière d'un footballeur, contrairement aux plus connus qu'on connaît tous depuis 10 ans, que sont les Messi, les Ronaldo, ou très prochainement les Neymar, qui va continuer pendant 10 ans, ou Mbappé pendant 10 ans, la très grosse majorité des joueurs ont des carrières très courtes. C'est l'UNFP qui avait calculé la durée moyenne de carrière d'un joueur de foot en Ligue 1, Ligue 2 nationale, c'est entre 4 et 6 ans. Entre 4 et 6 ans, donc il y a une carrière sportive où il est rémunéré. Donc quand on dit 46 000 euros par mois, c'est pendant 4 ans. Après, il faut bien oublier que ce sont des joueurs, ou des joueuses aussi, parce que le niveau des inégalités salariales entre les filles et les garçons est aussi extrêmement important. Des joueurs qui n'ont pas fait d'études, ou alors qui ont fait des études assez mineures, qui ont arrêté l'école dès l'âge de 14 ans pour entrer dans des centres de préformation, qui pour la plupart ne sont pas tous diplômés et n'ont pas eu accès à des formations diplômantes et qualifiantes, qui vivent aussi très difficilement la situation de la vie de footballeur. Il y a des chiffres moi, qui m'interpellent et qui m'étonnent, mais qui sont connus. C'est par exemple le taux de la FIFPro, donc le syndicat des joueurs professionnels international, a calculé le taux de dépression moyen des joueurs et estime que 38% des joueurs de foot connaissent ou vont connaître une période de grande dépression.
Et ils ont mis ça en parallèle avec le chiffre de moyens pour la population mondiale, hors football, c'est 13%. Donc les footballeurs subissent de plein fouet la pression qui est portée sur eux de cette milliardaire en short, payés à rien faire, payés à jouer au foot, et finalement vivent très difficilement cette situation. Et donc ce ne sont pas que des Cavani, Mbappé ou Neymar payés des millions d'euros par mois qui vivent grand train. Il y a beaucoup de joueurs qui vivent dans une très grande précarité. Donc partant de ce constat-là, moi, c'est ce qu'on a proposé avec la Fondation Jaurès, c'est de mettre en place différentes propositions pour lutter contre cette précarisation et ces inégalités, notamment le salary cap, le plafonnement salarial. Qui serait à ce moment-là un salary cap, ce que j'appelle souple et non pas dur, fixe. Souple, c'est-à-dire qu'on estimerait que si, par exemple, si le salaire moyen en Ligue 1 est de 46 000 €, serait-il décent, serait-il normal qu'un joueur puisse être payé 10 fois plus pour finalement faire le même métier? On va souvent dire que le PDG et l'ouvrier, il y a un écart salarial de 1 à 50, 1 à 100, 1 à 500, 1 à 500, mais on va justifier ça par le fait que ce ne soit pas le même métier. Là, on parle de deux footballeurs qui pratiquent la même fonction, qui ont le même métier. Et Neymar gagne 500 fois plus que le joueur moyen en Ligue 1. Donc serait-il normal de gagner 10 fois plus, par exemple? Donc on mettrait un salary cap à 460 000 € par mois, salary cap souple. Dès lors que vous dépassez ce salaire, dès lors que le club peut verser un salaire plus élevé, il payera une taxe de 5, 10, 15, 20%, peu importe, c'est à réfléchir, au prorata, sur l'ensemble des euros dépensés supérieurs à 460 000 €. Donc simplement pour finalement désinciter à trop payer les joueurs, et de la même manière, tout l'argent récolté de ce salary cap ira abonder un fonds de développement pour le soutien, la solidarité, la reconversion, l'entraide des footballeurs, des footballeuses et du sport amateur. Mais c'est évidemment un salary cap que vous n'imaginez qu'à l'échelle internationale. Uniquement à l'échelle européenne. Notre projet, c'est vraiment de proposer de soumettre cette chose-là pour les élections européennes et de soumettre à l'échelle européenne. Non, pour le coup, ça me fait sourire parce que le marché du football est tellement mondial aujourd'hui qu'on ne peut pas imaginer, c'est un marché d'offre et de demande. Donc ça veut dire que tous les footballeurs brillants vont aller jouer en Chine, au Japon, l'Inde est en train de créer une ligue privée. Donc ce n'est envisageable que si effectivement tous les pays du monde et tous les continents, toutes les fédérations nationales se mettent d'accord sur ce système-là. Et ensuite, la notion de salary cap qui nous vient, quand même, il faut le rappeler, des États-Unis et des franchises américaines. Il faut savoir pourquoi ils ont institué ça. En fait, on est dans un système fermé, les franchises, il faut comprendre un peu le modèle, c'est-à-dire que ce sont des sociétés... en fait, le championnat de basket américain se crée avec les actionnaires que sont les propriétaires de chacun des clubs. Voilà. Et en fait, chacun des clubs, il n'y a pas de descente. Il n'y a pas d'aléatoire sportif, on est donc dans le spectacle sportif pur et dur. C'est tout à fait acceptable, on peut le regretter, etc. Mais c'est l'État le fait. Et en fait, ils essayent de trouver un juste équilibre pour créer de l'intérêt, pour créer du spectacle, pour qu'il y ait donc de la compétition. Donc s'il y a un club qui est trop devant, c'est plus intéressant pour la compétition, moins de spectateurs, moins de droits télé, etc. C'est pas bon pour le gâteau, donc on va essayer de générer une compétition où il y a une vraie confrontation, où il y a une incertitude. Comment on fait? On limite effectivement les salaires pour que globalement il n'y ait pas trop de disparité. Ensuite, on fait une répartition presque équitable entre les propriétaires des clubs, les franchises et les joueurs. Et on se dit, tout l'argent qui arrive dans cette ligue fermée, on se la répartit de manière équitable. Comme ça, tout le monde joue le jeu. Il n'y a pas de risque. Et enfin, dernier point pour trouver le bon équilibre, quand il y a des jeunes joueurs qui arrivent, on fait un ranking, un classement de ces jeunes joueurs, et le meilleur de ces jeunes joueurs, on va l'affecter au club le moins bon, celui qui a terminé dernier du championnat. Toujours pour essayer de trouver cet équilibre. C'est c'est la draft, c'est le principe de la draft. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc en fait, on est dans un modèle qui n'a rien à voir. Donc, moi, je ne crois pas du tout à cette régulation du salaire. Ça va juste casser la compétitivité et créer au contraire des déviances et des dérives avec des financements périphériques de toute façon. Et les joueurs seront payés de la même manière, mais différemment. Enfin, autant, mais différemment. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas complètement en fait. Après, je pourrais rajouter aussi que, comme tu disais, que les joueurs pourraient s'inciter à partir en Chine, la Chine aussi a fortement régulé son championnat puisqu'elle a imposé une taxe de 100% sur l'ensemble des joueurs étrangers transférés à plus de 5 millions d'euros en Chine. Donc, il y a aussi, les Chinois sont aussi passés par cette régulation.
J'aurais voulu qu'on aborde un autre sujet, mais qui est important et qui est lié évidemment à toute cette problématique, c'est celui de cette expression qui est quasiment, qui apparaît contradictoire dans les termes, c'est quasiment un oxymore, le fair play financier. Alors, le fair play et la finance, fair play et finance, a priori, c'est pas deux mots qu'on accole, deux expressions qu'on accole forcément ensemble. J'ai le souvenir d'envolées un peu plus critiques à l'endroit du monde de la finance. Donc le fair play financier, est-ce que c'est pas quand même, vous avez peut-être vu que Marianne a consacré il y a quelques mois, il y a 2 mois, un long entretien à Michel Platini, qui se fait le défenseur haut et fort du fair play financier. Est-ce que c'est pas une arnaque, pour parler brièvement, c'est-à-dire qu'on sait que par exemple, le PSG est encore convoqué dans quelques jours, ils vont encore plancher, notamment eu égard à son mercato de plus de 400 millions d'euros de l'été dernier. Alors, le fair play financier le plante justement pas là-dessus. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est vrai, vous avez raison. Mais en tout cas, pour surmonter comment dirais-je, les demandes liées au fair play financier, les exigences posées par le fair play financier, est-ce que les clubs n'ont pas tendance à tracer des horizons budgétaires un peu fictifs, reposant sur des objectifs de merchandising ou autres à travers le monde qui sont par définition un peu fictifs? Oui et non, mais je suis sûr qu'on sera d'accord je suis pas sûr. Parce que moi je défends le fair play financier, enfin je le défends globalement, après il est critiquable, on pourra le préciser. Mais premièrement, c'est clair que le fair play financier n'a de fair play que le nom. C'est un jeu sémantique, c'est pas du tout du fair play. Le fair play financier, c'est une règle comptable qui est simple, vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous avez gagné. Et j'avais dit en début de colloque, le fair play financier depuis 2011 a été un succès puisque la dette sportive, la dette footballistique, donc pour les clubs européens, a été réduite de 81% depuis 2011. Donc à ce niveau-là, l'objectif qui était de lutter contre l'endettement poussif et très élevé des clubs de foot européens, le fair play financier a été un succès. Après qu'on le remette en cause parce qu'au niveau de l'équité sportive, vu que finalement il n'y a plus de possibilité de pouvoir pratiquer ce qu'on appelle l'effet de levier, s'endetter pour investir en économie, comme le PSG par exemple qui aurait bien voulu dépenser plus que raison pour investir, acheter les meilleurs joueurs et devenir un grand club européen, ça a finalement bloqué la hiérarchie parce que ceux qui gagnent de l'argent, finalement, le Barça, Manchester, Chelsea, la Juventus, le Bayern, sont ceux qui avaient déjà, avant le fair play financier, pu s'endetter pour investir. Et depuis le fair play financier, il faut d'abord gagner de l'argent avant de pouvoir dépenser cet argent. Le PSG, par exemple, ne peut pas, parce que le PSG n'est pas aussi grand et puissant que les grands clubs européens, donc est contraint dans sa politique. Et donc il y a finalement, là où on pourrait critiquer le fair play financier, un blocage de la hiérarchie. Mais globalement, dans son impact, dans la visée qu'il a eue dans l'économie du football européen, c'est un succès. La dette s'est réduite, les comptes ont été assainis, la politique et la stratégie économico-sportive des clubs européens a été modifiée, puisque dorénavant, les clubs vont d'abord viser la recherche de liquidité, la recherche de profitabilité, avant de pouvoir dépenser. La logique précédente du fair play financier, c'était je dépensais sans compter, et j'espérais en retour gagner de l'argent. Ça contribue aussi à figer la hiérarchie. C'est pour ça qu'il est à la fois applaudi et critiqué, parce qu'effectivement, la hiérarchie a été bloquée. Alors, donc sur ce coup-là, on n'est pas complètement d'accord, si ce n'est sur les vertus originelles du fair play financier. C'était de dire, on ne peut pas se permettre d'avoir des clubs qui déposent 2 000 ans en cours de compétition, il faut une véritable transparence, équité sportive, et ensuite il y avait un deuxième élément qui était la traçabilité des fonds, éviter le blanchiment d'argent, que le foot devienne un lieu de blanchiment d'argent. Donc de ce point de vue-là, ok. En revanche, là où j'adhère pas du tout, et c'est plutôt les économistes qui devraient analyser ça, mais moi je suis un expert en marketing sportif, pour autant j'essaye de rentrer dans tous ces mécanismes. Moi j'ai l'impression quand même que le fair play financier... Temps additionnel 3 minutes. Ok, le fair play financier, c'est un petit peu comme si on analysait le compte de résultats, c'est-à-dire sur l'année. Alors c'est sur 3 années glissantes, etc. Mais globalement c'est un compte de résultats. Et moi je préfère 1000 fois ce que fait la DNCG sur notre Ligue 1, la DNCG qui est le policier, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais l'organe de contrôle économique de notre Ligue 1, qui lui fait plutôt un travail sur le bilan, donc comme un commissaire aux comptes finalement, et qui traduit beaucoup mieux la capacité et la sérénité financière d'une entreprise, une société de club de football. Et je trouve que le fair play financier de ce point de vue-là,
a quelque part effacé d'un revers de la main toutes les dettes des clubs espagnols qui traînaient depuis des années. Et donc, comme on travaille uniquement sur le compte de résultat, effectivement, les clubs espagnols qui avaient pris des années d'avance sur les investissements en gros joueurs se retrouvent dans un club fermé. On a fait un petit exercice sur les 12 dernières années de Champions League, 16 clubs dans les demi-finales, les 16 mêmes clubs. Vous retrouvez toujours les mêmes. Donc en gros, le fair play financier génère une ligue fermée. Pour le coup, c'est ça l'histoire. Voilà. On n'aura pas des clubs différents. Et moi, je trouve, excusez-moi, que ça devient, ce fair play financier devient un outil politique de rapport de force entre l'UEFA et les clubs. Dans quelle économie vous imaginez un régulateur qui dit à une société Je voudrais finir là-dessus parce que je trouve que l'image est exceptionnelle. Vous avez le propriétaire d'une entreprise qui lui appartient à 100%, une entreprise qui est équilibrée, et il y a un régulateur hors sol, issu d'une association hors sol qui dépend de personne, qui lui dit non, ça t'appartient cette société, mais tu n'as pas le droit d'investir dedans. Parce que sinon tu risques de gagner trop d'argent. Je trouve ça hallucinant. Je ne comprends pas dans quel modèle économique on a le droit de limiter l'investissement à un propriétaire d'une entreprise. Ouais, conclusion, on n'est pas très marxiste. Pierre Rondeau, le mot de la fin, 30 secondes. En 30 secondes, je suis pour les investissements, je suis pour le marché, je suis pour une certaine forme finalement de laisser faire et de liberté, mais il faut être capable de garantir et de pérenniser ces investissements. Là où je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vrai qu'on ne devrait pas être contraint dans nos investissements si on a les moyens de les apporter. L'UEFA s'est inquiété qu'il y ait simplement une dépendance de ces investisseurs en disant que si les Qatars, par exemple, les Qataris au PSG venaient à se retirer du club pour X ou Y raison, où serait l'argent? Si on est trop dépendant d'un seul investisseur, l'UEFA s'est inquiété à ce que derrière le PSG disparaisse. C'est leur argument. Après, on n'a plus le temps, voilà. Et voilà, c'est terminé. Merci à tous les deux pour cet échange.